Bonjour, nous continuons dans ce podcast notre réflexion sur la Première Guerre mondiale et maintenant que la chronologie est établie, que nous avons appréhendé les différentes phases du conflit, nous allons pouvoir entrer dans une réflexion un peu plus thématique, un peu plus problématisée. Il s'agit d'aborder la Première Guerre mondiale comme une guerre totale. Commençons par la définition, c'est peut-être la façon la plus simple d'entrer dans cette notion. Une guerre totale est une guerre dans laquelle l'ensemble des composantes d'une société est mobilisée pour mener à bien le conflit. Il s'agit d'atteindre les objectifs fixés, de vaincre l'ennemi, voire même de l'anéantir, et c'est d'ailleurs de plus en plus la notion d'anéantissement qui va prévaloir dans cette guerre totale au fur et à mesure qu'elle évolue au cours du XXe siècle. Alors, disons-le dès le départ, en 1914, les populations n'entrent pas tout de suite dans une guerre totale. Nous l'avons vu dans le podcast précédent, l'idée répandue au début du conflit est celle d'une guerre courte. Et la notion de guerre totale, on ne peut considérer qu'il n'y a guerre totale qu'à partir du moment où on est dans un contexte de guerre longue. Autrement dit, ça signifie qu'on va pouvoir parler de guerre totale à partir de 1915. La Première Guerre mondiale ne s'affirme comme guerre totale que plusieurs mois après le début du conflit, qu'à partir du moment où la guerre de position est entamée et que chacun des belligérants est confronté à l'impossibilité répétée de percer les lignes ennemies. Il y a guerre totale aussi à partir du moment où le conflit atteint une certaine extension géographique. L'extension géographique du conflit contribue à le totaliser. Le front dominant est bien entendu le front européen, c'est celui que nous avons pris le plus souvent pour exemple, c'est celui qui d'ailleurs est le plus proche de nous. Cependant, il n'est pas le seul, il y a un front méditerranéen, il y a un front marin et même sous-marin avec une guerre sous-marine à outrance menée par l'Allemagne. Autrement dit, les espaces de conflit ont tendance à se multiplier et même à la fin de la Première Guerre mondiale, avec les progrès techniques, on assiste au premier combat aérien. Extension géographique des espaces du conflit, extension géographique aussi des zones qui sont concernés par le conflit. Dès 1914, les empires coloniaux, mais aussi les zones d'influence des belligérants sont intégrés au conflit par leur présence humaine. Si on prend l'exemple de la bataille de la Somme, il est possible de recenser, rien qu'au cours de cette bataille, une trentaine de nationalités. En France, à peu près 550 000 combattants viennent des colonies, les tirailleurs algériens, les tirailleurs sénégalais, ils sont d'ailleurs souvent mis en première ligne. Enfin, un dernier élément qui contribue à totaliser ce conflit, à lui donner une dimension planétaire, c'est l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, après la reprise de la guerre sous-marine à outrance par l'Allemagne. Mais il y a aussi le Libéria et la Chine qui rentrent dans le conflit en août 1917. Donc nous avons véritablement un conflit dont les intérêts se jouent à l'échelle mondiale. Et la Grande Guerre, la guerre totale, est marquée par cette mondialisation. Elle est marquée aussi par un phénomène de massification. Massification des productions industrielles pour soutenir l'effort de guerre, massification de la production d'artillerie, de la production de moyens de transport automobile, et nous sommes à une période où le nombre d'hommes mobilisés atteint des sommets véritablement inédits. On a à peu près 12 millions d'hommes qui sont engagés en Europe dès l'été 1914. Rien qu'en France, il y a à peu près 8 500 000 hommes qui ont été mobilisés durant le conflit. Donc on le voit, cette guerre mondiale va mobiliser véritablement tous les niveaux de l'échelle sociale, et je pense que c'est vraiment cette idée qu'il faut retenir. Elle intègre toutes les composantes des sociétés européennes. La guerre totale est en fait une guerre à laquelle personne ne peut échapper, c'est l'affaire de tous, tout le monde est en guerre à un niveau ou à un autre, quel que soit l'âge, le sexe, l'appartenance sociale. Il y a le front sur lequel on se combat, mais il y a aussi un front de l'arrière. Alors ce front de l'arrière est mobilisé de différentes façons. Il y a tout d'abord une mobilisation industrielle. Les entreprises changent de production, elles vont s'orienter vers des productions de guerre, c'est cette fameuse reconversion, cette fameuse économie de guerre qui se met en place. Les usines Renault, par exemple, produisent moins de véhicules civils et s'orientent désormais vers la production de camions, de chars d'assaut, de moteurs d'avion et même d'obus pour l'armée. En 1913, Renault ne produit pas d'obus et en 1918, il y a à peu près 2 millions d'obus de 75 et de 155 qui sortent de ces ateliers. Même chose pour les chars d'assaut.
d'assaut, pas de chars d'assaut en 1913 d'ailleurs, il n'y a pas de chars d'assaut sur le champ de bataille. En revanche, ils apparaissent au cours du conflit, on les retrouve en 1918 au moment de la contre-offensive contre l'Allemagne, et en 1918, 750 chars d'assaut sortent des ateliers de Renault. Mobilisation industrielle et mobilisation économique sont liées. Au début du conflit, rien n'a été prévu pour organiser l'économie, la guerre devant être courte. Cependant, avec l'allongement de la durée, les coûts très élevés de cette guerre industrielle vont contraindre les États à intervenir massivement dans la vie économique et sociale. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut parler de guerre totale que lorsqu'il y a conflit long. L'Allemagne est la première à mettre en place véritablement une économie de guerre, mais elle est rapidement suivie par les autres États. Tous les domaines de la vie économique vont passer sous le contrôle de l'État. Les flottes marchandes vont être réquisitionnées, les matières premières, les produits alimentaires vont être rationnés, et puis afin de financer une guerre qui coûte de plus en plus cher, les États vont s'endetter, ils vont emprunter aux banques, à l'étranger, mais aussi à leur population, et ce sont toutes ces campagnes d'affichage qui encouragent les citoyens à prêter leur argent, à donner leur argent pour la victoire, des campagnes qui sont toujours très imagées et dans lequel l'adversaire est souvent diabolisé. Et on le voit au travers là aussi de cette mobilisation économique. Mobilisation économique veut dire aussi mobilisation humaine. Les civils doivent apporter leur contribution monétaire à l'effort de guerre, mais bon, ils doivent aussi remplacer les hommes qui sont partis au front, et les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards sont mobilisés pour la production, et d'ailleurs on voit le nombre de femmes augmenter de façon très importante dans l'industrie. La Première Guerre mondiale, c'est un peu l'entrée massive des femmes dans la vie active. Alors bien entendu, le terme massif peut être discuté, il faut quand même le relativiser. La culture de guerre des populations civiles va se retrouver à peu près dans tous les espaces de la vie. Cette culture de guerre va se retrouver dans les jeux et les jouets d'enfants, par exemple, dans leur lecture, dans les sujets qui sont imposés pour les rédactions, pour les examens. Le personnel scolaire reçoit véritablement des instructions pour que la guerre investisse l'école, et l'esprit patriotique est présent partout, même les personnages de l'enfance, Bécassine, les personnages de bande dessinée des pieds nickelés, partent en guerre contre les Allemands, et d'ailleurs les enfants participent à des collectes de soutien aux combattants, aux travaux d'école. Nous venons de voir un certain nombre de liens actifs entre le conflit, l'économie, l'industrie, les populations civiles. Il y a aussi un certain nombre de liens passifs que chacun tisse consciemment ou non avec le conflit. En fait, chacun des acteurs que nous venons citer est un peu le récepteur d'un message dont l'objectif est de mobiliser les imaginations. Et là, nous sommes dans le domaine de la propagande. L'objectif des États est de mobiliser les esprits, les énergies, de fédérer les énergies par la propagande. Il s'agit véritablement de travailler l'opinion pour soutenir l'effort de guerre et puis faire accepter la politique qui est mise en place ainsi que les sacrifices qu'elle induit. Il faut justifier, bien entendu, la durée de la guerre et puis la mortalité de masse. Et pour cela, les artistes sont mobilisés, les peintres, les auteurs, notamment les auteurs de théâtre, les chanteurs de music-hall. Même aux États-Unis, le cinéma est mis à contribution, et c'est par exemple la sortie au cinéma de Charlot Soldat en 1918 et de Charlie Chaplin par ses films, par son engagement dans la collecte de fonds dans la vente des Liberty Bonds, participe activement à l'effort de guerre des États-Unis. Et toujours dans le cadre de cette propagande, une censure s'abat dès les premiers jours du conflit sur la presse, et elle est renforcée en France par exemple par le gouvernement Viviani qui va étendre le contrôle de la presse aux critiques purement politiques. Il s'agit de faire disparaître de la presse les voix discordantes et puis les mauvaises nouvelles qui peuvent éventuellement plomber le moral des civils et puis plomber la mobilisation. Le bourrage de crâne va conduire les journaux à publier des informations qui sont parfois totalement fantaisistes. On le voit dans les articles de journaux qui se multiplient tout au long du conflit. Certains portent aujourd'hui à sourire si les choses n'étaient pas aussi graves à l'époque. Exemple, dans l'Écho de Paris du 15 août 1914, dans le récit d'un blessé, on peut lire ceci. « Ma blessure, ça ne compte pas, mais dites bien que tous ces Allemands sont des lâches et que la difficulté est seulement de les approcher. Dans la rencontre où j'ai été atteint, nous avions été obligés de les injurier
pour les obliger à se battre. Autre exemple, dans le journal du 19 août 1914, je cite « Les Allemands tirent fort mal et fort bas. Quant aux obus, ils n'éclatent pas dans la proportion de 80%. » Autre extrait, le Petit Parisien, 11 octobre 1914. « Nos troupes, d'ailleurs, maintenant se rient de la mitrailleuse, on n'y fait plus attention. » Et enfin, sommet de mauvais goût dans le matin le 14 juillet 1915, les cadavres Boche sentent plus mauvais que ceux des Français. On le voit, la propagande tourne à plein régime, le bourrage de crâne fait son œuvre, et puis il est d'autant plus important que les conditions de vie ont tendance à se durcir pour les civils au fur et à mesure que les mois passent, que l'exaspération, le mécontentement ne cessent de monter. Et les privations sont d'ailleurs extrêmement importantes. En Allemagne, par exemple, l'hiver 1916-1917, où les vivres manquent et puis un rationnement petit à petit se met en place. Les rutabagas sont le seul légume que l'on trouve facilement, et puis le charbon manque, car il est réservé aux industries de guerre. Homme politique français de l'époque, extrêmement important, Georges Clemenceau, nous parlons de guerre totale, Georges Clemenceau a parfaitement compris et saisi l'importance et puis tout le caractère inédit de ce conflit. Le fameux Père la Victoire, celui qu'on a surnommé le Tigre, arrive aux affaires en France le 16 novembre 1917. Il est appelé comme chef de gouvernement et ministre de la guerre par le président Raymond Poincaré, et s'il ne parle pas de guerre totale, il évoque en revanche une guerre intégrale, et puis a bien saisi que le conflit envahit les différents espaces de la vie de l'État. Extrait d'un téléfilm diffusé sur France 3 en 2012, un téléfilm sobrement intitulé Clemenceau. Je ne suis monté à la tribune ni pour engager de vaines querelles, ni pour polémiquer. Mais enfin, puisque je suis attaqué personnellement, qu'il me soit permis de justifier la doctrine du gouvernement. Oui. Il m'est arrivé un grand malheur à la naissance de mon gouvernement. J'ai été frappé d'exclusif par les députés socialistes avant même qu'ils ne sachent ce que je pourrais dire ou faire. Ils ont décidé, en vertu d'une noble science dogmatique, que j'étais un danger pour la classe ouvrière et pour la défense nationale. Vous voulez la paix? Moi aussi. Mais ce n'est pas en bêlant la paix que l'on pourra faire taire le militarisme prussien. Ma formule est la même partout. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je cherche à nous maintenir en confiance avec nos alliés. Mais si la Russie nous trahit, je continue à faire la guerre. Si la malheureuse Roumanie est obligée de capituler, je continue à faire la guerre. Et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure. Car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Ainsi s'exprime Georges Clemenceau dans un discours prononcé à la Chambre des députés le 8 mars 1918. Nous le constatons ici au travers de cet extrait, la guerre a envahi l'espace politique, elle résume à elle seule tous les aspects de la vie de la nation, elle est devenue une sorte d'absolu, un objectif suprême au nom duquel il est possible de faire tous les sacrifices et au nom duquel tous les sacrifices se justifient. Le bourrage de crâne et la censure sont donc d'autant plus présents et d'autant plus importants que les conditions de vie se durcissent pour les civils
à l'arrière. Il faut, pour maintenir la ligne de front et pour maintenir l'effort continu des soldats, que le front de l'intérieur tienne, que la mobilisation tienne. Et cela est d'autant plus urgent que l'exaspération, le mécontentement ne cesse d'augmenter en Allemagne. L'hiver 1916-1917 voit les vivres manquer et un rationnement se mettre en place petit à petit. Les rutabagas, qui sont des espèces de navets, sont le seul légume que l'on trouve facilement, et le charbon manque aussi car il est réservé aux industries de guerre. L'hiver 1916-1917, les civils ont donc du mal à se chauffer. Pour justifier leur cause, donc, les forces en présence inscrivent le conflit dans l'histoire et dans les traditions de la nation. Cela permet de le justifier, de justifier les sacrifices qui sont faits. En France, on invoque les traditions républicaines, la tradition humaniste, cette volonté de défense de la liberté qui fait partie de l'identité de la République. L'invasion d'ailleurs du territoire tisse un lien avec la période révolutionnaire, avec l'année 1792, année durant laquelle, en pleine Révolution française, la patrie est déclarée en danger. Ça sonne comme une espèce d'écho à 1914 et puis aux années 1915-1916. Et l'idéalisation du combat patriotique va de pair avec une détestation systématique de l'ennemi qui est nourrie de la rumeur des atrocités commises durant l'invasion. En France, dans certaines publications, les Allemands sont véritablement déshumanisés, ils sont représentés sous la forme de monstres sanguinaires. L'adversaire étant l'autre détesté, l'entrée dans la guerre totale explique pour partie la brutalisation du conflit et des sociétés durant la Première Guerre mondiale. On pourrait considérer que la violence de masse est une des conséquences de la guerre totale. Même s'il n'en est pas un élément de définition, le génocide, c'est-à-dire la volonté d'exterminer tout un peuple, et particulièrement ici le génocide arménien qui se déroule à l'occasion du conflit, est permis par la guerre totale. Le massacre devient un massacre de masse. La totalisation du conflit élève les seuils de tolérance. L'acceptation de la violence et la culture de guerre, qui est celle de toutes les sociétés à ce moment, facilite le passage à l'acte. Le conflit devient ainsi l'occasion de vaincre l'ennemi de l'intérieur, celui qui, marginalisé dans les années d'avant-guerre, est devenu l'objet de tous les fantasmes durant le conflit. L'unité de la nation dans ce conflit est indispensable pour emporter l'avantage, et les éléments déjà indésirables avant 1914 sont devenus désormais véritablement insupportables, et dans la logique de certains, dans les esprits de certains, il faut les éliminer. C'est d'ailleurs un peu la logique qui prévaut dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman compte une forte minorité d'Arméniens de religion chrétienne qui se situe plutôt au nord-est du territoire. En tout, à peu près 2 millions d'Arméniens vivent dans l'Empire ottoman, et dès le 19e siècle, ils subissent de très très nombreuses discriminations. Ils sont la cible de massacres. En plein conflit, alors même que l'Empire ottoman subit de sérieux revers sur le front, ces Arméniens deviennent le bouc émissaire, les responsables de tous les maux et surtout les responsables des défaites en série. Le gouvernement, contrôlé par les jeunes Turcs depuis 1908, accuse donc les Arméniens de trahir le pays au profit de l'ennemi russe, et il décide de leur massacre entre avril et juillet 1915. Massacre qui se fait en 2 temps. Il y a tout d'abord une déportation massive des populations arméniennes vers des camps de concentration, dans le désert syrien notamment. Lors de ces déportations, on constate de très très nombreuses violences, des mauvais traitements, des viols. Les populations arméniennes souffrent de sous-alimentation, de soif. Et puis, on en arrive au massacre systématique. Près de 1 200 000 Arméniens sur une population totale de 1 800 000 personnes meurent au cours du génocide. L'utilisation systématique de la violence, la brutalisation des sociétés, le caractère total du conflit est donc un des éléments explicatifs du bilan humain inédit et particulièrement catastrophique de la Première Guerre mondiale. Et dès 1914, l'ampleur des pertes révèle une rupture avec les conflits précédents. Il y a en tout 492 000 morts pour 5 mois de combat, et durant le conflit, 900 Français et 1300 Allemands meurent en moyenne chaque jour, pour un total de 9 à 10 millions de morts. En France, on compte rien moins que 3 millions de blessés. On compte 60 000 amputés, des gazés, des blessés de la face, ces fameux gueules cassées de 14-18. Et d'ailleurs, la France est le pays le plus touché, avec la perte d'à peu près 16% des populations mobilisées. Nous avons donc des pertes qui sont extrêmement lourdes pour tous les pays
belligérant. Une guerre totale est forcément une guerre qui a un fort impact démographique. Et nous le voyons ici, la guerre a atteint une autre échelle. Elle s'est encore davantage déshumanisée sous l'effet de l'industrialisation, de la mécanisation, et la brutalisation qui perdure dans les sociétés européennes passé le conflit se renforce au fur et à mesure que les mois passent. Les conventions du 19e siècle n'ont plus cours et tous les coups sont désormais permis pour l'emporter. On voit ainsi avec la Première Guerre mondiale la généralisation des camps de prisonniers, des soldats qui se rendent abattus sur place par ces sinistres nettoyeurs de tranchées, génocide, occupation, exaction et violence à l'égard des populations civiles, diabolisation de l'adversaire, massacre, violence de masse, brutalisation, guerre industrielle mondiale et totale. Nous avons un grand nombre des ingrédients de la Seconde Guerre mondiale déjà présents ici. Et les traités de paix, le traité de Versailles qui est signé le 28 juin 1919, ne règle pas véritablement la question de la paix ou de façon imparfaite. Il entretient les rancunes et il entretient une animosité allemande envers ce diktat, ce traité imposé sans négociation, qui va être présenté dans les années 30 par les partis extrêmes comme le responsable de tous les maux. Dans la Première Guerre mondiale se trouvent les germes de la Seconde. La violence est devenue plus ordinaire, plus acceptable, et d'ailleurs on ne sera pas étonné de savoir que dans les tranchées se trouve un dénommé Adolf Hitler qui connaît son baptême du feu près d'Ypres en 1914. Dans les prochains podcasts, nous abandonnerons ce terrain d'affrontement qu'est la Première Guerre mondiale. Pour les troisièmes, nous nous retrouverons dans les années 30 avec, après la guerre totale, la naissance d'un nouveau type d'État sur lequel il faudra nous attarder puisqu'il s'agit de l'État totalitaire. N'oubliez pas de vous connecter sur www.memohistoire.fr afin de profiter de nombreux compléments et de nombreux liens en rapport avec ce podcast.